Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de votre émission du lundi soir, à savoir le premier bloc, l'After, émission que nous réalisons toujours depuis Tête de Course, le Bike and Coffee qui se trouve à Nyon, tout près de la gare, chez Philippe Kneubuller. Merci encore une fois d'être en notre compagnie pour cette émission qui marche de mieux en mieux, qui a de plus en plus d'auditeurs. C'est grâce à vous et on vous en remercie. Alors, qui c'est on aujourd'hui? Eh bien, c'est le coach, c'est Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Est-ce que je vais vous appeler assistant habituel? Vous avez été assistant de Laurent dans plusieurs formations, alors on va vous le pauvre. Allez, le pauvre, ouais. On vous considère comme un assistant également dans cette émission. Christian Ponty. Supporter. C'est pour ça. Et puis nous avons un invité aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on reçoit Marc Gauchi. Bonsoir à tous. Bonsoir Marc. Faut-il encore vous présenter? Alors, disons qu'on va dire que c'est un peu le boss technique de Genève Servette. C'est à lui qu'on doit cette belle équipe cette année. Et on verra si on aura une belle équipe l'année prochaine peut-être. Enfin, on discutera de tout ça aujourd'hui. Et comme d'habitude, ma première question, elle est simple. Et on va commencer avec le coach. Laurent, que faut-il retenir de ces dernières heures, de ces derniers jours, de cette dernière semaine en matière hockeyistique ou autre? Et interdiction de parler de l'équipe de France de foot. Exactement. On va parler encore des clubs romans, évidemment du derby hier soir, derby roman à Genève. Quelques précisions à apporter. Et puis évidemment encore la décision par rapport aux pénalités financières. J'ai noté un 4 joueurs pour simulation. Alors la simulation n'a pas le même prix visiblement, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc il y a des gars qui sont à 1200 francs, d'autres à 2000, mais ça commence à faire beaucoup d'argent. J'aimerais bien savoir où ils vont aller en voyage. Allez, Christian Ponty. Alors moi, déjà dans l'ordre, moi je suis toujours un peu surpris par ce qui se passe du côté d'Ajoie en fin de match. J'ai un peu de peine à comprendre ce qui s'est passé quand ils enlèvent le gardien si tôt. Ça c'est un truc qui m'interpelle. Toujours dans la même polémique, enfin pas polémique, dans le même style par rapport au gardien. J'ai pas compris pourquoi Connor Hughes sort après le 2-0 alors qu'il était dedans à Langnau. Ça, c'est un truc qui m'a aussi interpellé ce week-end. Et puis autrement, pour revenir à ce que disait Laurent par rapport aux amendes, pourquoi pas un jour faire des amendes au prorata des matchs salaires. Et des joueurs et des salaires. Oui, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe s'il y a des barèmes. Il y a déjà des barèmes par rapport à ça. On en parlera après. On va quand même demander à Marc Gauchi ce qu'il a retenu, à part la victoire de Genève Servette. Non, justement, c'était ça. Enfin, 3 points à un joueur, ça fait jamais qu'on a gagné depuis qu'ils sont remontés. Et puis ça fait du bien. Même dimanche soir, il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas à jouer. C'était étonnant. Ouais. Parce qu'il y avait un petit peu de doute dans l'esprit de l'équipe après des performances un peu en montagne russe, on va dire. Non, pas du tout. Je pense qu'on est encore premier. Et puis on a plein confiance. Et puis c'est clair que tu commences à dire ok, on doit gagner absolument ce match à jouer. Je pense qu'on a très bien commencé. Et puis ça se voit qu'on a bien joué pendant 60 minutes. Quand on est dirigeant d'une équipe qui marche aussi fort que Genève Servette, est-ce qu'on dort bien ou finalement on se pose autant de questions que quand l'équipe ne marche pas bien? Non, je pense dormir c'est déjà compliqué en général. Ouais, c'est ça. Si tu gagnes, si tu perds. Mais puis on se dit souvent, le staff entre nous, que les gens pensent que tout roule bien. Si tu es premier, il n'y a pas de souci, mais il y a tous les jours quelque chose qui ne va pas. Puis il faut régler, puis améliorer, essayer d'améliorer. Puis on est là, on travaille, et puis c'est un peu ça. Ouais. Alors, moi de mon côté, j'ai retenu. Alors, ça parle évidemment des dernières heures ou des derniers jours, mais c'est une information qui est apparue ce matin dans le matin.ch où enfin, on va dire, le grand quotidien prend le cas HC Ajoie par le bon bout, enfin, c'est-à-dire donc Cyril Pache qui un peu tient le discours que l'on tient nous depuis plusieurs semaines. D'autres se rallient gentiment à notre discours
à se demander si effectivement Philippe Péchane est bel et bien l'entraîneur qu'il faut du côté de Porrentruy. On va peut-être débuter d'ailleurs cette émission avec ce débat-là. Donc nous, on a déjà donné la réponse. Nous estimons, en tout cas au premier bloc, que Péchane n'est pas vraiment à sa place. C'est pas l'entraîneur idéal pour le profil idéal pour le HC Ajoie. Ça commence visiblement à faire, l'idée commence à faire son chemin. Alors que va-t-il se passer ou que doit-il se passer maintenant du côté d'Ajoie? Je vous laisse vous exprimer. Laurent. Déjà, quand Christian dit que ça l'a perturbé de voir sortir le gardien aussitôt, mais c'est surtout les circonstances en fait. C'est-à-dire que quand on parle de profil, Péchane, il est peut-être un petit peu trop ambitieux par rapport à sa carrière et par rapport à l'équipe qu'il a à disposition. Quand tu joues contre Genève, il y a un engagement en zone offensive, il reste 3 minutes 05, sauf erreur. Tu as Genève qui est numéro 1, même si Tanner Richard n'est pas là, en engagement. Donc tu prends un gros risque déjà de ne pas gagner l'engagement. Et ensuite, tu es quand même qu'à un goal. Et ils ont fait, avec leur possibilité, un immense match par rapport au contingent en face. Le gardien a sauvé l'équipe pendant de nombreuses fois, notamment au premier tiers. Wolf a été exceptionnel. Et là, en fait, tu les tues à chaque fois. Et puis, c'est pas comme si c'était la première fois. C'est arrivé plusieurs fois à Fribourg, à 4 minutes de la fin, il sort le gardien, etc. etc. Et du coup, quand tu vois les interviews, moi, ça me fend le cœur, en fait. Quand je vois le jeune Pouilly venir à l'interview, on en a marre de perdre, on n'en peut plus. Moi, ça me fend le cœur. Et je crois qu'il y a la mentalité du coach et son passé avec l'équipe dont il a à disposition et le club du HC Ajoie. Il y a un réel fossé. Et je l'avais dit en début de saison, Ouais. Je l'avais dit en début de saison, le directeur sportif, selon mes sources, c'était pas son premier choix. C'était le board qui voulait absolument un nom. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un vrai problème. Et on a beaucoup parlé du cas de Vos, mais de Vos, c'est 2 points en 6 matchs, 2 assists, alors qu'il était, avant sa mise en tribune, il était même numéro 2 dans le championnat en termes de score. Donc on sent aussi qu'il y a un problème entre les 2 leaders de l'équipe. Oui. Et on le voit sur le banc, je l'ai vu notamment à Zurich. Mais vraiment, sur le match d'hier, ok, Genève est supérieur. Il reste 3 minutes, va chercher les 50 dernières secondes. Et là, d'un coup, tu as un puck en zone offensive, tu mets ton Hazen, tu mets un gros devant la cage et tu mets des pucks. Le petit Brennan, il met des pucks honnêtes, puis peut-être tu vas aller chercher un point. Ouais. Et puis c'est pas grave, mais au moins tu as un point contre le leader avec ce que tu viens de subir. Tu es à 11 défaites d'affilée, quoi. Vous parlez justement de Péchane qui n'était pas le premier choix. Moi, je crois que je le connais, le premier choix. Et là, je vais me tourner vers notre invité Marc Bocci, parce que selon mes sources, le premier choix, et on en avait même parlé ouvertement à l'époque, c'était Yorick Trey, qui maintenant est à Genève Servette comme assistant. Évidemment, je ne peux pas vous demander de vous exprimer sur la direction de notre club, mais disons que est-ce que Yorick Trey aurait fait un bon premier choix pour Ajoie? Ça, je peux pas dire. Il faut demander à Julien quand même. C'est qui le premier choix, mais c'est que Yorick était un candidat, même déjà la saison passée. Puis à la fin, ils n'ont pas laissé de la Fédération de France. Et puis, Exactement. ça que je peux dire que Yorick, il est vraiment top. Il est zen. Voilà, donc vous avez obtenu par contre un très bon assistant. On peut dire ça comme ça. Sans doute. Et puis Yorick est très intelligent. Je pense qu'il sait qu'il faut faire pas après pas, puis pas se brûler tout de suite. Et puis un jour, il va coacher une équipe en Liga, c'est sûr. Christian, est-ce que finalement Péchane, on ne va pas remettre en cause les qualités de technicien pas du tout. Et de coaching de Péchane, mais finalement Péchane il coach une équipe qui n'est pas adaptée pour son style de coaching, il doit avoir une meilleure équipe, quoi. En gros c'est ça. C'est ça, mais c'est surtout que je dirais que le numéro 1, tu vois qu'il n'a pas eu l'habitude d'avoir des équipes de bas de classement. Et déjà, première chose, tu dois garder ton équipe en température au niveau du moral. Et j'ai l'impression que ces gars-là, ils sont tous au fond du bac. Et c'est ça, c'est aussi très important d'avoir quelqu'un de positif. On sent qu'il est frustré, et c'est frustrant de perdre, bien sûr. Mais justement, je pense qu'en termes de profilage, c'est dans ce sens-là que c'était peut-être pas la bonne personne. Est-ce que c'était son choix à lui de venir là, ou c'est un choix de dépit, entre guillemets? Parce qu'à un moment donné, il était aussi contesté en Tchéquie. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, il y a un bon exemple. Comme je dis souvent, tu regardes Cloton, voire même Langnau, c'est des groupes qui ont de la joie de vivre. Les gars, ils sont cassés. Alors, comme je dis, là, il fait tout juste pendant 57 minutes. Et là, il prend un choix, à la limite le choix d'enlever le gardien.
pourquoi pas? Mais déjà, tu gagnes l'engagement, tu gardes ton gardien au milieu de la glace. Là, tu joues à la roulette russe direct. Et puis et contre Genève. Exact. Parce que si Genève gagne l'engagement avec la qualité technique des joueurs et tic-tac-toc, et c'est ce qui s'est passé avec le goal dans la cage vide, le troisième. Voilà. Puis là, moi je pense que dans ces situations, quand tu es vraiment au fond du bac, et par exemple, Ambry l'a connu, tu dois rester positif quand tu perds. Et là, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas. C'est simplement qu'il n'a pas la mentalité pour. Dieu sait si c'est compliqué. C'est son ambition personnelle. Je pense qu'il est très ambitieux. Il est frustré. Il est extrêmement frustré. Puis derrière le banc, tu le vois, il y a beaucoup de frustration. Puis il y a ce problème où moi j'avais mis en avant le fait que j'étais d'accord avec son choix. Par rapport à ce qui a été dit et par rapport aux productions de DeVos sur la durée des shifts, le jeu défensif-offensif. Mais du coup, il s'est tiré une balle dans le pied quand même. DeVos, c'est 3 points sur les 7 derniers matchs. 3 passes, pas de but. Ouais, mais juste depuis le clash, clairement, on peut dire tout ce qu'on veut depuis. C'était sûr que là, tu renvoies un signal fort à l'équipe, mais peut-être que tu te mets en danger en tant que coach. Et à mon avis, c'est ce qui se passe. Margocci, vous avez le sentiment que Ajoie vous a un petit peu facilité la vie en fin de match hier? Je pense pas du tout. Je crois troisième tiers, ils ont bien joué. Puis justement, les 5-10 dernières minutes, troisième tiers, on était un peu sous pression. Puis tu sais qu'on n'a pas réussi à marquer en pipi pour faire le 3-1. Puis on a transpiré un peu à la fin. Puis moi, personnellement, pas maintenant comme directeur de Genève, comme spectateur, j'étais surpris qu'il a sorti le gardien assez tôt. Puis justement, il avait l'engagement à droite et puis un gauche sur la glace. Et puis Poulet, il a quand même un face-off. Et puis c'est un peu passé comme ça. Puis voilà, autre chose, je ne peux pas juger, mais on a quand même. Mais excusez-moi, si Ajoie. Juste rajoute, Desclous a fait un arrêt immense sur Hazen juste à la fin. Là, sans doute. Et ça a bien rassuré. On a eu deux bons gardiens. Deux très bons gardiens. Hier, mais finalement, là, je vais provoquer un peu, mais si finalement Ajoie était si proche de Genève hier, c'est pas un peu à cause de Genève, qui est peut-être un peu moins bon qu'avant? Bon, justement, je pense que tu ne peux pas jouer à 100% toute la saison, sinon tu es fatigué pour les playoffs, mais c'est clair que ça ne tourne pas autant bien qu'au début de saison. Mais après, c'est plus joli à voir de 5 buts chaque match, et puis à la fin, c'est 3 points qui comptent pour nous, et puis c'est un peu les matchs de novembre, décembre qui sont comme ça, puis maintenant il faut bien finir pour la pause. Ouais, mais clairement, il a raison. Déjà, premièrement, c'est pas bon de gagner tout le championnat. La preuve, t'arrives en play-off, t'es mort. Fribourg l'a vécu l'année passée. Mais je pense qu'ils sont un petit peu dans un creux, mais ils le gèrent. C'est ça qui est intéressant. Et puis je pense que de ce côté-là, Ajoie a essayé de faire ce que Zug a fait, ce que Bern a fait dans le même style. Et ils ont failli y arriver. À un moment donné, c'était indécis. Après, ça c'est joué sur la fin, au talent quand même. Mais je pense que, évidemment qu'ils ont un petit moins. Mais il faut dire que vous étiez tout en haut. Vous étiez dans les étoiles depuis un moment. C'était du hockey champagne quand on venait. Fallait s'attendre à ce qu'à un moment donné, ça change. Et depuis la pause de l'équipe nationale, il y a quand même des équipes qui jouent différemment contre vous. Et surtout physiquement. D'ailleurs, c'est Bern qui a donné le signal. Et en fait, les 3 défaites au Vernet, c'est 3 fois des équipes qui ont joué exactement comme Bern. D'ailleurs, on pourra en parler après, mais Söderholm, il est en train de faire un travail remarquable. Et juste rajouter, il y a un peu de fatigue mentale aussi. Tu sais, tout le monde parle d'Ajoie, mais quand tu es en haut et que tu gagnes tout le temps... C'est aussi fatigant de gagner que de perdre. Exactement. À moyen terme, quand tu gagnes tout le temps, ce qui est fatigant, c'est pour le coaching staff de tout le temps rabâcher les mêmes choses parce que tu rentres dans la facilité. Et on a vu aussi des joueurs un petit peu fatigués mentalement et physiquement sur des réceptions de passes, des choses inhabituelles, notamment Phil Poula contre Rapperswil. Il a 2-3 situations où il est irréprochable, il est fantastique ce joueur. Mais là, il est humain. Et comme moi je trouve que c'est bien qu'ils aient une période où des matchs difficiles, un petit peu pas des crises mais des mini-crises avec 3 défaites à la maison, que ça se remette en question, qu'on change les lignes, ça fait toujours du bien dans la tête des joueurs. Et du coup après quand il t'arrive quelque chose en play-off, tu l'as vécu, donc ça c'est important. Mais messieurs, je vous rappelle quand même que vendredi, lors de notre dernière émission, vous avez été les premiers à dire c'est maintenant qu'on commence à sentir l'absence de Vatanen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Margocci? Tout à fait, je pense que lui et Tavares sont quand même les meilleurs défenseurs du championnat. Et puis Samy, ça a plusieurs matchs qui manquent. Et puis je pense qu'on est sur 27 matchs, on a joué 21 avec 5 étrangers. Du coup, pas toutes les équipes peuvent faire ça. Puis
Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut laisser la chance aux autres défenseurs. Je pense surtout Simon, il a vraiment beaucoup progressé. Et puis Chanton il vient de plus en plus. Belmi il joue bien. Et puis, je pense au global, on joue bien. Mais c'est clair que si tu donnes 2-3 minutes de plus à un défenseur plus âgé, parce que Samy il n'est pas là, ça va se sentir. Et puis, comme vous avez bien dit, les autres équipes, ils ont vu, ils ont fait le vidéo, ils ont étudié comment nous jouer. Puis c'est aussi pour ça qu'on a perdu. Mais nous, comme ça, Fonton, on dit toujours il y a toujours quelque chose de positif d'une défaite et puis on prend toujours la chose positive. Et puis on est dit il doit montrer une réaction à joie dimanche soir, c'est pas facile, vous le saviez. Et puis je pense qu'on est bien joué, puis garder le 1, et puis seulement un but encaissé, ça donne confiance. Et puis il faut profiter de ça, de pause. Et puis comme on a dit, il y a vraiment un rythme assez bizarre pour nous. On joue des fois un match par semaine, après 2, et puis nous on a une équipe qui a besoin de flow, jouer souvent, et puis on est meilleur si on a un bon rythme. Juste rajouter par rapport à ça, contre Zug, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que dès que Tom Ernest était sur la glace, il y avait beaucoup de pression sur lui. Et quand il y a des moments difficiles comme ça en début de saison, tu pouvais mettre Vatanen de l'autre côté, sur des chiffres bien précis. Et là, tu peux rien faire. Parce que si tu mets de la pression sur Tom Ernest, il va te la donner à Vatanen, et Vatanen il est capable de faire des trucs exceptionnels comme il a fait en début de saison. Et on a vu Abdelkader qui n'a pas mis un check, il a mis un immense coup de canne à la fin du match là, sur Tom Ernest, là, sur un dernier chiffre, mais parce qu'il n'y a pas Vatanen. Si tu as Vatanen, tu peux pas mettre trop de pression, ils sont tellement forts individuellement sur ce joueur-là. Et du coup, ça c'est un vrai plus pour Genève à l'entame des playoffs, le retour de Vatanen. Et puis juste pour préciser, Genève reçoit Ambry. Ils vont à Cloton, après il y a la pause, et après ils ont 3 matchs Rapi, Langnau et Fribourg, donc ils ont quand même un calendrier pour moi assez correct. Accessible, donc ils peuvent finir fort et puis garder cette première place jusqu'à avant la pause de Noël. Ouais. Allez-y, Christian. Ouais, moi j'ai juste envie de dire que quand j'ai vu jouer Zug de Söderholm, de Berne, pardon, j'ai dit qu'il avait trouvé le mode d'emploi pour jouer contre Genève, parce que le problème aussi c'est que finalement vous jouiez un peu toujours de la même manière, mais vous aviez tellement de talent, et puis quand vous étiez dans le camp adverse, possession de puck, ouais, monologue, on aurait dit du power play à 55. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont mis en place ce système qui fait que c'est beaucoup plus dur de rentrer en zone. Enfin, vous avez la tâche plus compliquée, mais quelque part c'est bien, parce que c'est bien avant les playoffs, et maintenant les solutions, vous devez trouver des solutions. Exactement. Et je pense que là, tu peux plus juste simplement jouer sur le talent, parce qu'il y a tellement de fois où le talent des joueurs était tellement incroyable que même quand ils n'étaient pas bien sur une action, tout d'un coup ils mettaient des goals. Et je pense que là, par exemple, comme par hasard, c'est là qu'on a vu de nouveau des gros joueurs comme Rudd qui sont là, hyper importants au bon moment. Dire. Voilà, ouais. Exact. Et c'est des joueurs de concession, puis c'est un joueur très physique, mais pour revenir un petit peu à Zug, Tom Ernest avait pris Abdelkader comme si c'était passé en playoff, mais contre Berne, premier shift, il y a Chervé qui traverse et qui met un immense hit à Philippe Poula. Boum. Et ça c'est bien pour Genève, parce que du coup ça va se passer comme ça, c'est des joueurs d'expérience, ils ont gagné tellement de titres, mais tu te prépares quand même. Et je trouve que finalement, d'avoir dominé le championnat et d'avoir une passe difficile, les équipes elles s'adaptent et elles jouent très très dur, donc c'est un petit peu pré-playoff quand même, et du coup tu dois t'adapter aussi dans ton line-up, donc au niveau du coaching staff aussi, ça fait réfléchir, et c'est des situations que tu vis, quand elles vont arriver tu seras prêt. Margottier, vous n'hésitez pas à les interrompre s'ils disent des âneries. Hein. non, ils ont tout à fait raison, t'inquiète. Je vais profiter pour rebondir sur ce qui a été dit auparavant au sujet de l'absence de Vatanen, et puis vous avez lié ça à Tom Ernest. Alors, évidemment, je vais pas être très original, et j'ai entendu d'ailleurs votre réponse au sujet de Tom Ernest sur les Monts Bleus hier concernant son éventuel départ. Est-ce que vous pouvez imaginer à Genève, un Genève Servette sans Vatanen et sans Tom Ernest? Là, c'est la meilleure arrière-garde de Suisse qui s'en va, quoi. Non, après Samy encore un contrat l'année prochaine. Enfin, tout peut arriver. Tout peut arriver. Vous savez ce que c'est qu'un contrat. Je vois pas pourquoi il devrait partir de Genève. Vous êtes aussi le premier à dire, il y a un contrat, mais on peut toujours discuter, que ce soit pour aller chercher un joueur ou bien pour en vendre un autre. Vous êtes d'accord? C'est pas le bazar non plus. Marc, on peut pas trop critiquer là-dessus, parce qu'il avait dit que, comment il s'appelle, il reviendrait,
Omar reviendrait et il est revenu. Oui. Avec la voiture électrique. Il a pris son temps. Mais en attendant, pour moi, il a cette crédibilité-là. On peut pas lui enlever ça. Non, justement, je pense Hank, on sait ce qu'on a. Lui, c'est ce qu'il y a avec Genève. Et puis, ça fait longtemps qu'il est ici. À la fin, ça va être une décision de famille. Si tu as des enfants, une famille, une Donc ça femme. veut dire que la décision, on ne la connaît pas encore. Franchement, en fait, Non. J'ai fait un pari avec eux. Je leur ai dit, je saurai avant vous. Alors, donc aujourd'hui, c'est vraiment Tom Ernest qui a le pouvoir de décision. Oui, ouais. Parce que vous, justement, si tu es un des meilleurs joueurs du championnat, c'est pas le club qui donc peut vous, votre décider, décision c'est est le prise. joueur. Non, justement, on a soumis l'offre et puis on discute souvent. Je parle avec son agent assez souvent, mais à la fin, je ne mets pas pression parce que si jamais il part, ça va être un joueur de la NHL qui va le remplacer. Puis ça, c'est moi, juillet, quelque chose comme ça. Puis moi, je n'ai pas pression Hank non plus. Et puis on verra ce que ça donne. Et puis c'est clair que c'est lui a le choix à faire. Vu son importance, c'est une offre à la hausse. Sûrement jolie offre, oui. Non, et puis si tu dois mettre de la pression, t'as meilleur tour d'aller voir ses autres collègues étrangers. Je pense que c'est le meilleur moyen ça marche un peu comme ça à Genève, je crois. Non, mais c'est surtout le choix, si c'est un choix familial entre son pays natal et puis Genève, ça me va. Ça, moi, je peux c'est comprendre. un choix de cœur. Frölunda, c'est son club de cœur, visiblement. Mais ce qui nous ferait mal au cœur en Romandie, c'est qu'il a Phyllis à Berne. Il a dans la concurrence en Suisse, de l'autre côté en Suisse allemande. À Lausanne. Ça existe dans les contrats des clauses empêchant d'aller dans un autre club suisse, par exemple? Non, pas du tout. Non. Tu peux pas, c'est la loi de travail à la fin. Tu dois être libre de choisir. C'est comme un joueur, il peut signer une année en avance dans un autre club. C'est uniquement en Suisse comme ça. Faut changer ça. C'est bizarre. On peut pas, c'est la loi suisse. Également pour un directeur sportif, un club, c'est même mieux si le joueur ne peut pas signer, mais c'est impossible à faire. Il y a des gentleman agreements qui se passent. Par exemple, si n'y avait pas un gentleman agreement avec les lois européennes, par exemple, on pourrait très bien avoir encore plus d'étrangers dans les équipes. Visiblement, même les équipes aimeraient peut-être en avoir plus. Est-ce que mais comme tu fais pas partie de la communauté européenne, t'es pas soumis à l'arrêt Bosman, donc ça te protège un petit peu. Et c'est les clubs qui décident combien d'étrangers. Tiens, à propos, vous en aimeriez plus ? Vu que vous avez quasiment les meilleurs, est-ce que vous seriez capable d'avoir les meilleurs, les 10 meilleurs ? Est-ce que vous allez en signer un 7e pour les playoffs ou pas, au cas où Non, je pense qu'on va être obligé de signer un 7e parce qu'à la fin tu vas être arrivé en playoff prêt, puis tu peux pas juste baser sur des licences de clubs de Swiss League. À la fin tu sais jamais s'ils vont jouer longtemps ou pas. Et puis, est-ce que ce sera un gardien ? Non, pas du tout. Parce qu'ils sont fragiles, vos gardiens. Fragile, c'est un grand mot. À la fin, je pense, Robert, il n'était pas encore blessé cette saison, mais il touche le bois. Je pense qu'on a plein confiance dans nos gardiens. Puis c'est un point fort de nous qu'on a deux gardiens, toujours quelqu'un répond. Puis, qui alterne, Moi, j'avais une question dans le profil du 7e étranger, ça serait plutôt un attaquant ? Non, un défenseur. Un défenseur, d'accord. Ah, quand même. Oui. Ok. Ça veut dire que... Parce qu'au début, Bienne, c'était ça. C'était un défenseur prévu. Stéphanie nous avait parlé de ça. Et ils sont partis sur un attaquant avec un profil bien particulier qu'ils n'ont pas dans l'équipe. Donc, intéressant aussi le recrutement à Bienne. Parce que c'est vrai qu'avec la blessure de Vatanen, sa blessure est trop longue pour arriver en pleine forme au bon moment. C'est un peu ça le pas risque. sûr, en fait. C'est surtout ça. Non, justement, je pense qu'il va être de retour en début février. Puis il progresse bien. Puis à la fin, on connaît tous après une blessure. Ça va très bien quelques semaines. Après, tu tombes dans un trou. Et puis justement, je pense que défendre en play-off, c'est quand même assez important. Bien évidemment, on profite. Alors, je vous rappelle que nous sommes donc à tête de course, le Bike & Coffee qui se trouve à Nyon à l'occasion de ce premier bloc. L'after en compagnie, invité d'honneur de Marc Gauchi, patron technique du Genève Servette. On va bien sûr évoquer quand même encore un peu les autres clubs, comme on l'a fait avec Ajoie en début d'émission. Mais j'ai encore envie puisqu'on parlait de Péchan tout à l'heure et d'Ajoie et de la difficulté de trouver un bon entraîneur, on va quand même vous parler de l'entraîneur de Genève Servette, parce que ça a été un petit peu surprenant de se retrouver avec un Yann Cadieux à la bande déjà à la fin de la saison passée. Il y a eu beaucoup d'histoires. Certains ont dit qu'il avait un peu savonné la planche, d'autres ont dit donc ça s'était fait normalement. Enfin bref, là on n'est pas là pour parler de ça. Il est en place et aujourd'hui, est-ce que Yann Cadieux est un entraîneur différent ? Pourquoi est-ce que c'est Yann Cadieux qui est à la bande à Genève Servette aujourd'hui ? Justement, je connais depuis un peu, puis
les gens, ils le jugent de loin. Ils connaissent rien d'un club, ils sont à l'extérieur, ils écoutent les histoires, ils pensent connaître une personne. Et puis nous, qu'on connaît bien Yann, on sait quelle valeur il a. J'ai rarement vu une personne qui a autant de passion d'hockey comme lui. C'est un bosseur de fou, il dort presque pas. Puis c'est exactement le profil qu'on a cherché. Il sait beaucoup d'hockey, il peut répondre aux joueurs avec les choses techniques, parce que les joueurs d'aujourd'hui demandent d'explications, pourquoi tel, pourquoi ça. De l'autre côté, c'était un joueur, puis il a travaillé toute sa vie, et puis c'est un bosseur, il monte l'exemple en travaillant, et puis c'est ça qu'on cherchait. Il est calme, mais il peut aussi exploser de temps en temps, et puis cette énergie, il transmet sur l'équipe, c'est ça qu'on a cherché. Puis, Berne, ils ont décidé de prendre le même profil qu'ils ont eu avant, et puis nous on a décidé de changer le propre profil d'entraîneur qu'on a eu avant, et puis je pense pour l'instant ça fonctionne assez bien. Et pour le connaître aussi personnellement depuis plusieurs années, enfin de très longtemps même, j'ai connu, il était culotte courte. Donc j'approuve. Mais messieurs Ponty et Perroton, est-ce que Cadieux est un entraîneur aussi calme que ça ? Non, je pense qu'il a ses moments. Moi, j'ai eu le papa comme chef pendant quelques années. J'ai passé des moments difficiles. Mais c'est clair qu'il m'a appris à travailler. Il m'a appris à travailler. Et puis, on sait qu'il est exigeant avec les joueurs, surtout avec lui-même d'abord. Avec le staff. Avec son staff, ça travaille beaucoup. Et puis avec les joueurs, donc c'est clair que c'est pas un gars qui arrive à 10h45 quand ça commence à 11h. Hein. On sait que c'est un gros travailleur. Et pour sa carrière, c'est difficile, hein, parce qu'il a une Ferrari dans les mains. Mais franchement, il y avait des inquiétudes au début de saison. Il y a les gens... La nouveauté, un entraîneur suisse, les gens ils sont toujours très très critiques, surtout envers les entraîneurs, mais moi je trouve que il a pris des décisions très très fortes, et puis à chaque fois il a réagi, et c'est ça qui me plaît. Et par exemple hier, il a réagi, et mettez-vous dans la tête d'Artikainen et d'Omark. On vous sépare, et à juste titre, hein. Au début de saison c'était à toi, à moi, et puis c'était pas productif. Du coup l'équipe marche bien, ça ne marche pas, puis d'un coup un match capital à jouer, on vous dit on te remet ensemble. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas voir ton pote, tu dis hey, là on va se bouger, on va pas faire d'erreur, on va jouer simple comme dit le coach, si on veut rester en jouant ensemble, parce qu'il y a des affinités sur la glace, mais en dehors, évidemment que si tu joues avec un super ami à toi, t'adores, et puis tu peux te dire les choses. Et du coup le trio hier gagne le match, donc un très bon choix encore. Oui. Ouais, moi ce qui me surprend quand même, je dis souvent qu'on oublie des fois que ça reste un jeune coach, surtout pour la National League. Et puis, il a quand même fait ses armes, petit à petit, la jeunesse, junior, et puis Ligue B, donc c'est intéressant son plan de carrière. Tout à fait, mais déjà, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il a une culture hockey, il a un père, il est dedans depuis toujours, et puis il n'était pas fils de joueur, il était fils d'entraîneur, même si Cadieux est joueur, et ça, quelque part, ça se ressent aussi. Des fois, il me fait penser un petit peu justement à... Il a des côtés Del Courteau par moment, je trouve justement, on sent qu'il c'est quand même un gars bouillon, qui aime le hockey et puis qui vit ça à fond. Et puis moi, alors on en parlait à la Vallée de Joux, je me rappelle, on avait vu le match amical, puis là on avait vu Artikainen, la Légion étrangère qui jouait déjà 25-28 minutes, on s'est dit oh là là, il ose pas les bencher machin. Bah non, en fait. En championnat, il a trouvé son rythme de croisière. Et moi, ce que je trouve qui est important, c'est que quand justement, comme tu dis, tu as une Ferrari, il te faut un chef, il te faut un bon pilote. Et puis lui, pour l'instant, de ce que je vois, c'est un chef, il a taille patron. Et moi, je rajouterais que c'est un bon pilote parce qu'il a toujours les réponses. Mais parce qu'il a les réponses, parce qu'il travaille énormément. Il travaille énormément, et puis il sait tout sur tout parce qu'il apprend, et puis il travaille avec son staff. Et du coup, quand tu es bien préparé, quand tu arrives à la patinoire et que tu es bien préparé, que tu as une question d'un joueur qui a été champion olympique, si tu sais lui répondre, tu gagnes le respect de ce joueur-là. Et peu importe ton nom. Et c'est ça qu'il a compris. Et puis, il n'en fait pas des tonnes. Il est discret. On le voit très peu dans les médias. Par contre, il est premier du championnat. Après, on sait très bien qu'il va être jugé sur les playoffs. Évidemment, il le sait lui aussi. Mais il se prépare bien. Et ce qui arrive en ce moment, je trouve que c'est une bonne chose pour le staff, parce que ça leur permet de se projeter pour les playoffs. Et pour l'instant, tous les signaux sont ouverts. Et j'ajouterais juste une dernière chose. En interview,
il est toujours cash. Il n'y a pas de poker face. Il dit ce qu'il pense. Et moi, j'aime bien ça. Et puis c'est juste. C'est juste. Des fois, tu as le droit d'être fâché quand tu es entraîneur. Il est fâché, mais il va jamais te donner des noms. Enfin, moi, je trouve qu'il est très bien. Ouais. Et ça, c'est pas le cas partout. Vous avez le sentiment, justement, lui, il en a vu du pays, Margocci. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à Genève, il est peut-être plus compliqué d'imposer ce genre de... À Genève, on a le côté bling-bling qui ressort sans arrêt. Et Yann Cadieux, c'était pas bling-bling du tout. Dans d'autres clubs que vous avez fréquentés, on peut parler de Berne, on peut parler de Bienne, par exemple, qui étaient des grosses organisations. Et bien, vous avez fait toute votre carrière quasiment en Brie, enfin au Tessin, mais vous êtes aussi passé par de grosses organisations. Il y avait aussi un petit peu ce côté bling-bling. Et là, vous arrivez avec Genève avec quasiment l'entraîneur qui était celui des Ticino Rockets il n'y a pas longtemps, quoi. Ça fait bizarre. Non, justement, je pense des gens qui voient juste d'où il est arrivé. Tu le jouais, il était juste à Biasca. Puis nettement, j'ai toujours dit, je fais 3 matchs à Biasca pour me comparer à président Biasca. Puis je connais Yann qui était jeune entraîneur. Et puis c'était plus compliqué pour lui. Il n'était pas assez ouvert et puis c'est pas développé comme caractère. Mais là, quand il arrive à Genève et puis c'est ce qu'il a fait ces années comme assistant, c'est quand même bien amélioré parce que, comme vous avez bien dit, c'est un bosseur et puis c'est ma question tous les jours. Et puis justement, on n'est pas du tout un staff bling à Genève. Je pense que tu vois souvent que Yann il fait l'aspirateur du bureau des coachs ou on fait le lessive des joueurs, tout ça. Puis nous, on est comme ça. Puis on est tous des bosseurs. Et puis seulement avec ça, on peut avoir du succès. Alors, moi, j'ai juste une anecdote par rapport à ça et ça m'avait marqué. Il ne la connaît pas cette anecdote, Marc, mais à l'époque, avec Star Forward, là, avec Morges et puis Star Lausanne, on devait passer un partenariat avec Lausanne et avec Genève pour une équipe en Swiss League, soit ensemble, soit séparés. Et donc on va avec le président à Lausanne, et donc on a attendu 30 minutes avant d'être reçu, on a passé 3 pas de porte, et puis après on est arrivé, il y avait un tapis rouge, on est arrivé dans une grande salle, etc. Et tout, c'était impressionnant. Et finalement, on a parlé une demi-heure, et puis on est sorti de là, on n'avait pas de réponse. On a été à Genève, et il y avait Louis Matt et Chris Maxorley, avec les patins aux pieds. Chris, il sortait de l'entraînement, il avait ses patins aux pieds. Et on a été reçus dans le petit bureau des entraîneurs, qui est toujours d'actualité. Sous les gradins. Sous les gradins. Et du coup, le président a vu la différence. Et quand je suis sorti, je lui ai dit, tu as vu la profonde différence ? Il me dit non. Il y avait la Spengler Cup sur la table. Voilà, voilà, c'est tout. Et donc du coup, des fois la simplicité. Vous étiez là, hein, Philippe, quand on a été à la conférence de presse. Ah ouais. C'était très agréable. On les rate plus. C'était c'était très bien. À Genève, c'était beaucoup plus agréable que les dernières qu'on a pu suivre dans d'autres clubs. Voilà. Sans donc, les nommer. Du coup, cette simplicité et Bienne le fait très bien aussi. Cette simplicité amène de l'affection envers le club, même si t'es pas un fan du club et que t'as pas des origines de la région. T'es quand même attiré par ce genre de simplicité. D'autres directeurs techniques seraient venus à l'émission aujourd'hui en costard cravate. Nous, on a un Margocci qui vient avec la casquette du GHC sur la tête. C'est aussi et sans cravate, puis le col roulé. Voilà, ça c'est aussi un signe. Moi, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que Margocci disait à propos de Cadieux qui passe l'aspirateur. Moi, j'ai eu la chance de coacher le dernier match en Neuville-Stop pour devenir champion roman contre Neuchâtel, et l'entraîneur en face était Paul-André Cadieux. Donc on est devenu champion. Les gars ils faisaient la fête et tout d'un coup moi je passe à côté du vestiaire, ils étaient tous loin. Il y avait Paul-André avec son bonnet en train de nettoyer le vestiaire visiteur. Ouais. Et ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part et c'est incroyable. C'est l'éducation et puis du coup ça montre la simplicité des gens. Donc moi j'ai travaillé avec Paul-André longtemps. On avait gagné à Davos un match incroyable. On venait de monter en Junior Elite en 7e match contre le premier. Il est rentré dans le vestiaire, il avait les larmes aux yeux alors qu'il avait tellement une carrière derrière lui. Donc moi c'est des choses qui m'ont marqué aussi. Bon messieurs, on passe peut-être un peu du coq à l'âne, quoique j'essaye toujours de trouver un lien entre nos différentes thématiques. On a parlé des étrangers de Genève Servette. Moi j'avais une dernière question à Marc. On va encore parler un peu de Genève, mais allez-y. J'avais une dernière question par rapport à ce qu'on a pu lire sur la patinoire des Vernets. Il va y avoir, on va injecter de l'argent pour refaire un peu la patinoire intérieure et extérieure. Et du coup, il y a la nouvelle patinoire qui on l'espère, va arriver.
Et lorsque toutes ces patinoires vont être en place, est-ce qu'après il y a un projet à moyen terme sur un développement d'une équipe ferme? Parce que là il y aura vraiment une grosse infrastructure, parce qu'il y a quand même 29 millions qui vont être injectés au Vernet. Quasiment le prix d'une patinoire neuve. Plus la nouvelle patinoire où je pense qu'il y aura la première équipe et peut-être les juniors élites. Donc du coup ça va libérer de la glace, il y aura une académie qui va pouvoir se développer. Donc là vous avez vraiment un gros projet derrière tout ça? C'est assez compliqué à dire, décembre 2022, surtout ce qui se passe avec la Swiss League. Bien sûr. Moi, je pense personnellement que le bassin des joueurs est assez faible à Genève, pas en tant que qualité, je disais, pour quantité. On n'est pas sûr qu'ils ont 1000 passes joueurs, Berne qui a beaucoup de joueurs. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est une chose qui était peut-être une équipe en Suisse romandie avec plusieurs clubs, mais ça coûte quand même cher. Et puis, moi, j'aime bien pour l'instant que je peux envoyer les joueurs en Suisse League où les clubs ils ont besoin, soit à Chaux-de-Fonds, on a invité des joueurs, puis on a envoyé à Holten, du coup ça aide, je peux pouvoir envoyer des joueurs où ils ont besoin, juste pas une seule équipe. Mais le fait d'avoir trois arénas comme ça à disposition dans le développement des joueurs en qualité, en quantité, vous avez peut-être développé à moyen terme, il y aura peut-être c'est là à ce moment-là que tu vas voir si tu peux peut-être Exact, c'est mon espoir et puis on verra. D'accord. Avant il faut valider la nouvelle patinoire. Exactement. Il faut être prudent à Genève. C'est exactement. Oui, c'est un petit peu comme la traversée de la Rade, on en parle depuis des années mais ça ne vient pas. On espère cette fois-ci que pour le trèfle blanc c'est bien parti. Oui, donc on parlait des étrangers de Genève Servette. Je ne sais pas si vous aviez prévu de parler de ça aujourd'hui, Laurent, mais moi j'ai juste envie de vous parler encore un peu des étrangers de Fribourg. Parce que j'ai suivi les derniers matchs, j'ai vu les derniers échecs de Fribourg. J'ai l'impression maintenant, et c'est normal puisque le championnat avance, que les équipes ont trouvé le moyen de faire déjouer Fribourg. Et Fribourg a finalement toujours perdu de la même manière. On sait maintenant comment contrer Fribourg. Ce n'est pas la valeur des joueurs qui est en question, mais c'est bien le fait qu'on a trouvé la solution pour embêter ce Fribourg-là. Alors, pour parler de Fribourg, on a déjà parlé plein de fois, mais il y a certains joueurs suisses qui ont survolé par rapport à leur niveau. Je pense qu'ils étaient un petit peu au-dessus au niveau statistique. C'est un petit peu moins bien cette année. Puis ensuite, j'ai fait un petit comparatif. On avait Di Domenico qui était extrêmement dominant. De la Rose, Sorensen et Rask, c'est 39 matchs à eux3. C'est 12 points. Je vous donne un exemple. Genève, vous prenez les 5 premiers scoreurs, on est pas loin de 150 points. Voilà. Bon, moi j'ai particulièrement suivi le match contre Langnau justement. Alors là, ma conclusion c'est dans cette lutte à distance, si on ose dire, entre les étrangers, c'est clairement les étrangers de Langnau qui ont gagné. Mais c'est cela, et puis en plus, on avait dit en début de saison, c'est la régularité des équipes, et puis ceux qui vont faire le top 6, ça sera les équipes qui vont être régulières et qui vont perdent très peu de points contre le bas de tableau. Et là, ça fait quelques fois qu'ils perdent contre les équipes de bas de tableau. Et à Langnau, ils commencent le match très très mal. Et puis Langnau fait la différence juste avec ses étrangers. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Et moi, je suis comment faire pour sortir de ça? Parce que les Fribourgeois sont repoussés systématiquement contre les balustrades. Ils ne vont pas suffisamment direct au but. Enfin, ça marche pas, quoi. Là, visiblement, c'est très frustrant. Si on compare deux équipes, Bienne et Fribourg, qui sont des équipes qui jouent très extérieures quand même, ça bouge le puck, ça patine, mais ça va rarement dans la peinture, et c'est ce qu'on leur reproche. C'est simplement que Bienne arrive à trouver des situations collectives, à faire des différences collectives, ce qu'on n'arrive pas à faire Fribourg. Et du coup, tant qu'on n'aura pas un petit peu un jeu plus direct, attaquer le net, jouer avec les défenseurs, mettre le puck au filet. Ce qui est censé faire Sorensen par exemple. C'est le seul qui le fait à peu près d'ailleurs. Ouais, mais il reste avec beaucoup de malchance. Malchance, c'est 2 goals, un cache vide, un penalty. C'est insuffisant. Quand numériquement, c'est toi qui remplaces Di Domenico. Donc c'est un problème là, à ce niveau-là. Et il y a Hughes qui marche sur la lune, parce qu'il fait des super matchs. Donc je crois que c'est compliqué, mais là, il va falloir trouver vite des solutions, parce que, comme je l'ai dit, si t'es pas dans le top 6, après la saison que tu as fait la précédente saison, tu as une pression. On sait que mentalement, c'est pas la grande force de Fribourg. Et puis tu as 4 équipes pour 2 places maintenant. Ils ont quand même, à leur décharge, ils ont quand même que 23 matchs joués. Donc ils peuvent, en gagnant ces matchs en retard, ils sont tous à 25, 26, 27, peut-être repasser dans le top 4. Mais là, il faut vite réagir. Question. Ouais, moi je pense aussi qu'on l'avait déjà dit l'autre fois, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de joueurs l'année passée qui offensivement ont produit, je pense, un peu en dessus de ce qu'ils savent faire. Et c'était souvent lié au fait de la confiance, et la confiance venait souvent de Di Domenico, parce que je veux dire, ces joueurs suisses qui marquaient autant bien
à force de marquer, tu prends confiance et tout devient plus facile. Et là, effectivement, ils font du cycling, ils vont pas où ça fait mal. Et puis moi je dirais que la Légion étrangère de Fribourg il joue très bien défensivement. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Tous les étrangers défensifs de Fribourg, Oliver Anderson et Vaino, il n'y a rien à dire. Ouais. Mais le problème, c'est Kokainen, on l'oublie aussi. Kokainen, il ne produit pas ce qu'on espère. Offensivement. Ce qu'il espère. Ouais, qu'il espère. Ce qu'il espère. Mais au pluriel. Évidemment, il y a une nuance. Mais il a des grosses qualités, mais c'est vrai qu'il a tellement cette envie de retourner là-bas qu'il force des fois les jeux, un petit peu moins, parce qu'il l'a un petit peu mis en tribune, mais en début de saison, en powerplay, il était vraiment trop impatient. Trop impatient, il jouait vraiment un peu pour lui, quoi. Mais on est d'accord que Fribourg tombe un peu de haut, parce que si, à vous Margauchi, on oublie pour l'instant Vatanen, Tom Ernest, Marc et compagnie. Si je suis agent, j'arrive et je vous propose un package avec Sorensen, avec Delarose, avec avec Rask, vous n'allez peut-être pas dire non. Non, justement, je pense qu'ils sont très très bons joueurs tous sur le papier. Puis après, c'est aussi compliqué de les impliquer dans l'équipe. Et puis il ne faut pas oublier, les deux défenseurs jouent toujours. Et puis il y a 5 attaquants maintenant pour 4 places. Et puis est-ce que tu fais un tournus? Est-ce que ça veut dire que c'est déjà samedi, tu sais qui va jouer? Alors ceux qui a bien joué doivent sortir et puis l'autre va rentrer dedans, ou tu laisses jouer eux qui méritent. Et puis ça veut dire qu'il reste 3-4 matchs. Tous les joueurs, ils ont des égos et puis c'est pas facile à gérer non plus. Ah, mais ça, c'est votre force à Genève, hein. Vous n'avez pas de soucis avec ça. On a que ça. Non, les seuls soucis. On peut dévoiler 2-3 petites choses, parce que comme ils n'écoutent pas forcément toujours l'émission, visiblement, le souci principal pour Christian Ponty à Genève, c'est les 3 kilos de trop d'Artikainen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vais préciser qu'on a failli le shooter. Parce qu'il est arrivé en vélo, et moi j'étais avec ma voiture et j'ai cru que ma voiture elle était foutue. Voilà. Non, alors moi je vais répondre. C'est pas ça. Le problème, moi je pense Artikainen, il a tellement de talent qu'il, même un peu lourd, il s'en sort toujours bien. Donc moi je me disais, effectivement, j'ai appris que c'était pas le seul joueur qui faisait du vélo électrique. Et puis, donc il faudrait peut-être lui enlever sa batterie un moment. De salon. Non mais attends, pour le défendre un petit peu, tu sais que sur les tests ou quand ils font des stop and start, il est devant. Hein, il est vraiment endurant. Non mais c'est un joueur qui est massif, j'ai compris. Oui, ça semble, c'est le moment, mais je pense que depuis le début de saison qu'il est arrivé tard la préparation, et puis il faut aussi admettre que le jeu en Russie par rapport ici c'est complètement différent, et puis voilà, il s'est bien adapté, je dis. Non mais c'est clair, mais après c'est... juste pour parler de Fribourg et de Genève, le vivre ensemble quoi. Ouais, voilà, vivre ensemble. Tu sais que tu une super ambiance dans le vestiaire. Tu joues tous les matchs et tout, tu as le rythme et tout. Même si Omar et Artikainen en début de saison, on a vu qu'ils avaient besoin de la fréquence des matchs, allait améliorer la condition physique. Peut-être que dans la tête des joueurs aussi, ça te met plus de pression parce que tu es surnuméraire, un coup tu joues pas, dans quel rôle, ça change tout le temps les lignes. Donc c'est d'avoir un étranger trop tôt, c'est peut-être pas une bonne chose. Par contre, ce qu'a fait Bienne et ce que va faire Genève, l'incorporer dans les moments décisifs et selon les besoins, peut-être que c'est et puis surtout avec les playoffs où on sait qu'il y a des blessures, des bobos, c'est peut-être la meilleure solution. Ouais, puis typiquement, je pense que par exemple le système de turnover, je pense que ceux qui aiment pas trop ça, c'est Kokainen, parce qu'en fait, tant qu'il avait jamais été benché, il a bien joué. Dès qu'ils l'ont benché, alors ça s'est frité avec Dubé, on a vu tout de suite, ça jouait pas. Ouais, mais tu sais, le mental des joueurs, l'égocentrisme des joueurs, c'est tellement différent et c'est une individualisation des personnes aujourd'hui. Entraîneurs, c'est pour ça que les staffs sont étoffés, parce que maintenant tu gères plus comme avant. Hein. Avant, quand l'entraîneur il rentrait dans le vestiaire, il disait un mot, il n'y avait pas un qui pipait. Maintenant, c'est oui, mais pourquoi et comment. Donc du coup, il faut arriver à gérer tout ça et tu te rajoutes des problèmes quand si tôt dans la saison tu dois faire des turnovers et puis ils n'ont pas eu de blessures. Donc du coup, ils ont eu très peu de blessés à part Sorensen. Du coup, bah voilà. Surtout, ils n'ont pas eu de blessés étrangers. Si, bah Sorensen, oui, au début, oui. C'est pour ça qu'ils ont été chercher Rask et puis finalement tout le monde est là maintenant en santé. Et puis tes deux défenseurs étrangers, ils jouent très très bien, donc compliqué. Même cas de figure à Zurich. Avant d'aborder les dernières thématiques qu'avait envie d'évoquer Laurent Perrotton, une dernière question, Marc Gauchi. Des étrangers style suédois ou finlandais,
ça s'accueille différemment que des Canadiens, par exemple, j'imagine, dans une organisation. Et vous devez bien le savoir. Parce qu'on va quand même rappeler que vous avez joué une saison complète en Finlande, en deuxième division, en Mestis. Ça vous a appris quelque chose? Est-ce que ça vous a aidé finalement à accueillir ces étrangers de valeur à Genève Servette? T'as appris le finlandais? Ouais, le finnois, ouais. Quelques mots j'ai appris, mais surtout j'ai appris qu'il n'y a pas trop de soleil. Ils sont heureux ici. Ouais, c'était assez énorme. Juste comme ça en passant, comment vous avez atterri en Finlande en deuxième division? Non, justement, j'étais à Berne, et puis je voulais pas jouer en Ligue P à l'époque, et puis j'ai eu l'occasion parmi Vasily Tikhonov qui était à Langnau, c'était un ami de mon père, et puis il a dit écoute, je te connais ça en Finlande, tu vas aller jouer là-bas. Puis là-bas à l'époque, Mestis, il n'y avait que des jeunes, je pense qu'on a eu un joueur plus âgé que 25, moi j'avais 19, et puis que des jeunes, et puis c'est une ligue de formateurs, et puis je pense que j'ai gagné 400 €, puis c'était jamais assez. Et puis, vous avez joué une quarantaine de matchs, je crois, là-bas. Ouais, de saison complète, quoi. Exactement. Et puis c'était vraiment cool. J'ai beaucoup appris. Et puis je pense aussi pour un jeune gamin de vivre tout seul là-bas. Oui, c'est une expérience. C'est une expérience. Et puis à la fin, il m'avait proposé d'aller en try-out à Hamelina. Et puis si c'était pas assez de rester là-bas. Et puis après, Berne m'a proposé un contrat. C'était toujours mon rêve de jouer avec Berne. Première équipe. À la fin, c'était une erreur de ne pas essayer une deuxième saison là-bas. Puis voilà. On apprend après, à 40 ans, je crois. Vous savez ce qu'a dit Margocci? On avait le plus vieux, il avait 25 ans dans la deuxième division finlandaise. Voilà. C'est peut-être une leçon à retenir. C'est une leçon à retenir, évidemment, parce que des fois, tu as des joueurs qui se développent à 22-23 ans, mais il faut qu'ils jouent. Et le fait, ce que j'aime beaucoup à Genève, et on avait mis ça en avant, c'est que lorsqu'il y a des profilages ou des joueurs qui ne sont pas prêts ou des profils qui ne correspondent plus à l'équipe, comme Tyler Moy, ça s'est très très bien passé. Vous avez vu les déclarations. Ça veut dire qu'on est parti en très très bon terme. Ensuite, les joueurs, là, on les développe, ou les joueurs qui sont plus dans les plans comme Berton, on le fait jouer. Mais d'un coup, s'il y a un juriste qui se blesse, on peut rappeler Berton et puis il sera en pleine confiance. Donc c'est assez bien géré. Et pour parler de la deuxième division, il faut absolument qu'on impose dans un gentleman agreement, comme vous disiez, un nombre de joueurs de moins de 23 ans, parce qu'avec le niveau de la Liga aujourd'hui, le championnat junior élite, il n'est pas suffisant. Tu as besoin d'une préformation après ton championnat junior élite pour pouvoir atteindre la Liga, à moins d'être exceptionnel. Et on a le jeune à Cloton en défense, mais Eric Bacher, ouais, exactement. Qui n'est pas suisse. Qui n'est pas suisse en plus. Mais oui, mais il a quand même fait sa formation. Il a une licence suisse. Il a une licence suisse. Une licence suisse. Donc, du coup, ça, c'est un problème qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui va être visible les prochaines années. Donc, il faut qu'on commence à y réfléchir, à mon avis, au niveau de la Ligue suisse. D'accord avec ça. Il faut continuer à forcer un peu maintenant sur les jeunes. C'est bien beau d'ouvrir les portes grandes aux étrangers. Et je ne sais pas si Genève fait partie des clubs qui ont envie d'avoir encore plus d'étrangers. Vous avez peut-être un avis clair à donner à ce sujet. Mais il ne faut pas oublier les jeunes, là, parce que les places sont chères maintenant, très chères. Non, tout à fait d'accord. C'est clair que pour nous, si on peut avoir 25 étrangers, ce serait plus facile d'être devant. Mais justement, je pense si c'est un joli nombre. Beaucoup ils se disent non, c'est trop 10 étrangers, mais à la fin on a aussi 2 équipes en plus. Les places pour les Suisses, il y a plus qu'avec 12 équipes et 4 étrangers. Et puis je pense que c'est plus compliqué maintenant de rentrer dans la Ligue, mais les joueurs qui rentrent dedans, ils vont être meilleurs. Et puis il ne faut pas oublier, la Ligue a décidé ça en février-mars, d'aller avec 5 ou 6 étrangers. Du coup, beaucoup de contrats étaient déjà signés, surtout en Suisse que ça se fait assez tôt. Puis, je pense que ça va prendre 2 ans que le marché va se réguler un peu, et puis des joueurs que peut-être ils n'ont plus de place maintenant, ils vont sortir de la Ligue, et puis il y a plus de place pour les jeunes, aussi au niveau budget, au niveau stratégie, tout ça, puis ça va être intéressant de suivre ça. Puis je pense surtout pour l'équipe nationale, c'est quand même le niveau a bien augmenté, et puis tout le monde doit être d'accord que c'est probablement la meilleure saison depuis toujours. On craignait le contraire. Oui, on craignait le contraire, mais quand on voit certains joueurs suisses à Genève, par exemple, pour l'équipe nationale, le fait d'être confronté tout le temps avec ces champions du monde, champions olympiques, on progresse. Praplan, il revit. Ouais. C'est pas le même. C'est pas le même gars, mais lui, il a vraiment. C'est plus plaisir à Genève qu'à Berne. C'est ça. il a énormément. Mais on le voit. Je le connais un petit peu, mais pour l'équipe nationale, des joueurs comme ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis peut-être que on était inquiet, mais finalement au quotidien, quand tu t'entraînes toujours avec un Artikainen devant le but.
tu le vois faire. Peut-être que ça va t'apprendre des choses dans la perception, dans le mental devant le but, et peut-être que ça va te servir pour l'équipe nationale. C'est ce qui nous manque aussi, hein, des gars qui marquent des goals. Donc là, tu as des bons exemples devant toi. Bon, après, il faut peut-être préciser que spécialement à Genève, les joueurs suisses ont progressé. Pour ça, il faut un coach moderne, typiquement à la Rappi et compagnie. Et effectivement, si tu tournes tes 4 blocs et puis que tout le monde joue, ok. Par contre, si tu coaches à 3 lignes et puis tu as des 4e blocs qui ont des 4 ou 5 minutes de temps de jeu, alors effectivement, là, tu vas pas faire progresser tes joueurs suisses. Non, mais regarde, si on prend Simon Lecoultre, tu te rappelles, il y a eu une période où on allait voir tout le temps les matchs, et à un moment donné, le premier powerplay marchait pas. Et Tom Ernest a été sur le banc, on a fait jouer Simon Lecoultre. Juste. Et ils ont marqué. Ouais, donc du coup, ça c'est des signaux très forts pour les joueurs. Et il avait dit en début de saison, hein, lors de la conférence de presse, on avait une émission avec Yann Cadieux, il avait dit tout le monde est à la même enseigne. Et Philippe avait dit, vous êtes sûr? Oui. Et puis il l'a prouvé. Donc ça, il gagne aussi le respect des joueurs suisses, mais des joueurs étrangers. Puis surtout, on l'a dit aussi en début de saison, mais c'est vrai, mais moi je pense que l'équipe qui va gagner, c'est celle qui aura aussi les meilleurs joueurs suisses. Exactement. Exactement. Messieurs, encore une fois, le chronomètre. On le regarde plus. On le regarde plus. On est en prolongation. Non, on n'est pas encore en prolongation, mais normalement, dans moins d'un quart d'heure, on doit avoir fini. Il y a quand même 2-3 petites choses encore que je voudrais, mais rapidement, que je voudrais aborder. Puis on sait que le temps de Marc Gauthier comptait également, parce que quand on doit signer pour 2023, 2024, 2025, 2026, 2020, enfin maintenant les contrats, on ne sait plus jusqu'où ils vont, tellement ils sont longs. C'est une manière peut-être de convaincre certains joueurs de venir. Oh, mais lui, il est à Genève, il n'est pas à Lausanne. Bon, d'accord. Alors, comme ça, le hockey suisse n'aime pas la simulation. Ouais, apparemment. Donc enfin, là, il aime bien, ça remplit ses caisses. Mais ouais, ça remplit les caisses. Donc, oui, ça fait. Les hockeyeurs simulent mal. Oui, alors, voilà. On revient un petit peu en arrière. Hein. Barhoffner, 3 matchs. Di Domenico et Maillard, 3 matchs. On a revu les images maintes et maintes fois. C'est de la malchance un petit peu plus que de la provocation. Ouais. Et puis. Douai sur Sataric qui n'est pas retourné au jeu encore, hein, sauf erreur. Pas de match. Et puis là, simulation, on est à des 2000, 1200. Voilà. Je sais qu'il y a la Coupe du Monde. Je comprends un petit peu qu'on est influencé. Mais Messi fait partie de. Mais voilà. Il y a là. On a beaucoup parlé des étrangers, on a parlé de la professionnalisation de la Ligue, on met les moyens à disposition, on se rappelle que ce qui s'est passé avec Barhoffner, ils n'ont pas été voir la vidéo, etc. En Swiss League, il y a eu la même action où Anderson a eu les vertèbres cassées, donc, et puis il va sans doute arrêter le hockey, donc il faut protéger les joueurs, mais là il y a un réel problème de ligne de conduite, et il faut absolument qu'il y ait une révolution au niveau des managers, au niveau de la Ligue suisse pour professionnaliser ces arbitres, parce qu'il y a tellement d'enjeux sportifs financiers que là, il faut que tout le monde soit au même niveau. Mais là, la simulation, c'est pas des arbitres, c'est plutôt les gens dans les bureaux qui décident des sanctions. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a visiblement il y a des petites simulations et puis il y a des grosses simulations. Imaginez, pour moi, c'est surtout l'intention qu'il faut punir. Oui, mais je vous donne qu'il y a simulation, il y a rien. Je vous donne un exemple. Moi, je fais 70 kilos, je vais dans la bande avec Artikainen. Artikainen, il me pousse un petit peu, je vais partir dans la bande plus fort que Pouliot. D'accord ? Oui. Et j'exagère un peu mon geste, mais quand même, la différence de poids, est-ce qu'il y a vraiment simulation ou pas ? C'est tellement difficile à juger. Il y en a qui sont vraiment, vraiment flagrantes, mais c'est tellement difficile à juger. Je pense que plus que d'aller dans les amendes, il faut aussi aller dans l'éducation, dans montrer des vidéos aux joueurs en disant écoutez, là vous êtes des exemples pour les jeunes, etc. C'est un sport viril, c'est un sport de contact. On n'est pas au foot là à faire des roulades là. Vous arrêtez ça. Mais tout le temps être dans les amendes comme ça. Aujourd'hui, c'est un spectacle. Tous les lundis, c'est un spectacle. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Et ce qui me dérange, c'est qu'on a un championnat fantastique et qu'on passe plus de temps dans le premier bloc à parler de ces problèmes-là que de parler de hockey. Donc, c'est qu'il y a quand même un problème à la base. Ouais, moi, j'ai l'impression que l'arbitrage, c'est comme on a dit l'autre fois, c'est un peu le dieu tout-puissant, il ne faut pas toucher. Et il y a quand même une attitude un peu caporaliste. C'est-à-dire qu'il décide et tu peux pas t'expliquer, c'est comme ça, on touche pas un arbitre, c'est comme ça. Là, il y a une erreur flagrante avec l'autre jour. Pas d'excuses. Voilà, c'est ça. Et dans certains sports, c'est fait. Au rugby, regardez au basket. Regardez comme ils sont respectés les arbitres.
Vous pouvez pas. Et puis il y a un micro, il y a tout qui est. Et puis du coup, il y a une explication et ça évite des polémiques pas possibles, des gens des supporters qui débordent, etc. Est-ce que Genève fait partie des clubs qui émet des réserves quant à la nomination de certains arbitres avant certains matchs? On sait que des clubs font pression pour ne pas avoir certains arbitres. Est-ce que vous faites partie de ceux-là ou est-ce que vous vous estimez bien servi en règle générale? Non, je pense qu'on n'a jamais fait ça. Moi, je sais pas. Je sais que certains joueurs, ils n'aiment pas certains arbitres, mais c'est plutôt pour parler. Mais ça a toujours existé, ça. Oui, c'est ça. À la fin, c'est surtout les joueurs qui ont joué beaucoup en NHL. Là, il y a plus de discours avec l'arbitre, tout ça. On n'a pas cette mentalité ici de discuter avec le joueur. Caporaliste. C'est ça. Mais à la fin, tu ne vas pas parler toujours avec le joueur pendant des minutes et minutes. Je sais que certains non-joueurs, ils aiment bien parler en général. Du coup, non, il ne faut pas oublier ça, mais il faut du respect. Moi, je dois dire que ça a quand même bien amélioré dans les dernières 2-3 saisons, que les joueurs ils ont plus de respect de l'arbitre et puis aussi les entraîneurs. Mais ils sont plus punis, donc c'est bizarre. Oui, le jeu c'est toujours plus rapide et puis je pense aussi pour les arbitres de bouger à gauche à droite qu'il y a des joueurs qui viennent comme des missiles, c'est pas facile non plus. Et puis il y a des accidents, certains. C'est compliqué pour un joueur d'éviter un arbitre. Tu vois, à un dernier moment, on a vu Pouli l'année passée, il avait chopé 7 ou 8 matchs. 7-8 matchs, je crois, oui. Mais c'est la référence, là. Justement, dans les dernières affaires, Barofner sur Bikoff ou d'autres, l'accrochage de Di Domenico, vous êtes plutôt du côté de la commission qui inflige ou bien vous êtes un peu dans l'incompréhension aussi? À titre personnel, disons. Non, souvent c'est un peu exagéré, je pense. Et puis, je sais qu'il ne faut pas toucher les arbitres, pas du tout, mais il faut aussi parler aux arbitres. S'ils disent ok, peut-être je fais une erreur, ils n'admettent jamais que si ils ont fait une erreur. Et puis peut-être ils ne peuvent pas, ça je ne peux pas dire, mais il faut avoir un jeu un peu plus nettoyé et puis plus ensemble à la fin. Je pense qu'on a besoin des arbitres, ça c'est évident. Et puis de devoir chaque lundi qui a chopé une amende demi-balle pour diving. C'est clair, ça on ne voit pas du tout, mais voilà. C'est à Genève, ce sont les joueurs qui payent les amendes ou c'est le club qui paye pour eux? Non, c'est toujours les joueurs. Non, et puis rajouter. Je pose chaque fois la question parce que bien sûr, je trouverais bien un club qui paye quand même. Pour diving. Non, s'il y a vraiment une injustice, s'il y a vraiment une injustice ou s'il y a un gars qui a été défendre un autre gars, il y a des discussions, je pense. Mais là sur l'arbitrage, je reviens à ce que je dis à micro. Ça, c'est indispensable. Puis ça amènerait une légitimité aux arbitres et puis beaucoup de respect, comme a dit Marc. Et la deuxième chose, c'est trop long là. Maintenant. 3-4 dans une cabine, selon les situations, ils analysent ça, puis ils communiquent avec l'arbitre, et l'arbitre il va pas voir sur un iPad voir si le patin 1 centimètre, là c'est trop long. Je vous ai dit, je disais ça en rigolant, mais à chaque fois je rentre, il est trop tard pour manger mes tomates farcies là. Donc du coup il faut absolument que les matchs finissent plus tôt. Donc ça c'est un peu... non, vraiment, je pense qu'il faut trouver vraiment une règle pour tout le monde, et puis que le championnat il est excitant. Franchement, à chaque fois qu'on va à un match, on est comme des gamins parce que ça joue tellement bien. Mais si ça se règle, voilà, on parlera plus de hockey. C'est ça qui est important pour nous les passionnés. Laurent, 5 minutes. 5 minutes, on a... Pas de pénalité, hein. Non. 5 minutes pour... on va parler un petit peu. On n'a pas parlé de Bienne, on n'a pas parlé de Bienne et pas parlé de Lausanne. On va faire ça rapidement. C'est rare. Lausanne, on en a beaucoup parlé. Bon, ils n'ont pas joué, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Oui. Mais j'ai juste noté quelque chose. Voilà une semaine de pause qui va leur faire du bien. Alors j'ai noté ça. J'ai noté ça. On a parlé de Ward et donc quand il est arrivé, il a eu 7 jours. 7 jours pour préparer son équipe, c'était pendant la pause de l'équipe nationale en novembre. Là, il a 8 jours par rapport au fait qu'ils ont 8 jours de pause. Ensuite, il a 10 jours entre la pause de l'équipe nationale. Et puis après, il a encore 8 jours à Noël. Donc en fait, il a 33 jours de préparation sur les 2 mois entre novembre. Donc c'est pas mal. Hein. C'est une période où c'est assez fast pour les entraîneurs, les nouveaux entraîneurs. Donc là, j'espère qu'après Noël, on va avoir un véritable changement. J'ai lu un petit peu les interviews, notamment votre papier sur... Jason Fuchs. Jason Fuchs.
Oui, quand il parle de manque d'agressivité, faut faire attention à ce qu'on dit dans le vestiaire parce que... Dans la récupération du puck. Ouais, dans la récupération du puck parce que c'est quand même 60 minutes de plus de pénalité que la deuxième équipe. Donc ça, c'est un truc qu'ils doivent absolument régler. Moi, je l'ai redit, on l'a dit la semaine dernière, mais moi, je pense qu'il manque un joueur pour jouer avec Kovacs, même s'ils ont beaucoup d'étrangers. Et là, je crois pour faire une bonne fin de saison, ils ont besoin d'un centre et puis d'un défenseur étranger aussi. Je suis désolé, mais c'est vraiment très très faible derrière en ce moment. Mais voilà, du coup, on espère que ils vont à Rappi, ça reçoit Zurich. Donc, week-end très très difficile. Ils sont de nouveau 13e. Puis après ils ont une pause et puis on espère que ça va aller mieux. Puis pour parler de Bienne, la profonde différence, le retour de As qui a été qui est quand même vraiment un leader dans le vestiaire et puis ça atterrit dans les buts. Sateri, c'est vraiment très 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 solide là. On revoit le Sateri pas le début de saison mais du mois d'octobre là. Et du coup ça gagne des matchs. Ils sont deuxième attaque, quatrième défense. Et puis là où ils ont énormément progressé, c'est la situation spéciale. Ils étaient très mal classés. Vous vous rappelez au début c'était 10e, 11e. Ils sont troisième en powerplay, deuxième en boxplay. Donc pour l'instant, toi tu étais au match samedi. Donc il peut nous en parler un petit peu de Bienne là. Il était avec tous les fans après là, il a fait la fête. Non, j'étais pas au match. Mais effectivement, j'étais dans un bar où il y a tous les fans qui sont arrivés. Non, mais pour dire un truc, je trouve j'ai remarqué la même chose, c'est qu'il y a Bienne avec Sateri et sans Sateri. Et on a vu par exemple à Ambry, c'était sans rien enlever comment il s'appelle Ritz. Franchement, quand Sateri ferme la porte, c'est vraiment compliqué. Avec 2-3 goals, tu gagnes. Ils jouent pas de la même manière. En plus, ils ont plus de liberté. Du coup, ils laissent un petit peu l'extérieur, mais après, ça repart vite. Et puis surtout, ils ont engagé un nouvel étranger. Et ils peuvent maintenant que Pounanov Van Pottelberg va revenir. Donc du coup on va avoir un petit peu là ça va vraiment être du coaching aussi au quotidien dans la gestion de l'effectif et puis selon les adversaires. Mais finalement au début de saison quand on a vu leur préparation, tout le monde disait oh là là la catastrophe Bienne cette année. Ils sont à 3 points de Genève, deuxième du classement quoi. Ouais, moi j'aurais juste rajouté un truc par rapport à ce qu'il a dit sur Lausanne. En gros, Ward a 33 jours pour donner une âme à cette équipe parce qu'elle n'en a pas. C'est ça. Et j'ai un parallèle flagrant avec Berne. Depuis que Soderholm est arrivé, Berne, c'est de nouveau... Et on en avait parlé avec Philippe. Pas en termes de résultats, mais... Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. En fait, Philippe disait, Berne, il jouait toujours très physique, c'est plus le même Berne. Je peux vous dire que Berne, ça revient. C'est devenu méchamment physique. Et ça par revient. Exemple, ils perdent le premier match contre Langnau en back-to-back. Le lendemain, ils le gagnent. Ils étaient sur le point de le perdre. Ils le gagnent. Ils ont battu Zurich. Et ça a frappé. Ouais. Mais c'est de nouveau Berne, quoi. Et je pense que ça manque clairement du côté de Lausanne, c'est cette mentalité de vendre sa peau très cher. Pour les défendre un petit peu, je le redis, mais le retour de Glauser et puis de Jäger va faire du bien. Ensuite, Raffel qui manque, qui est un joueur important, et puis ça peut reformer cette ligne Raffel, Ugly, relancer Ugly et puis Jäger. Et puis surtout, Kovacs, il est beaucoup critiqué, mais c'est pas un joueur avec du volume de jeu, c'est un joueur qui bouge vite le puck et qui donne des solutions. Il a besoin d'un centre qui joue dans les deux sens de la patinoire. Et puis pour moi, derrière, il y a trop de joueurs qui sont en bout de course ou qui sont hors de forme cette année. Et ce qui fait qu'un défenseur type Lowe à Bienne, qui est pas un défenseur exceptionnel offensivement, mais qui va tenir les 25 minutes, tenir la baraque, ça va peut-être leur permettre d'aller chercher les pré-playoffs. Et puis relancer Jelovac, qui était très bon avant la pause de l'équipe nationale et qui est devenu trop fort. On a besoin de gros bonhommes comme ça sur la glace. Et d'ailleurs, à Genève, quand ils avaient été au penalty, il avait été très bon, Jelovac. On va laisser le mot de la fin évidemment à Marc Gauchi, mais j'ai quand même encore envie de vous lancer sur une toute dernière info qui a été lancée également par, je crois que ça devait être le matin, enfin Sport Center. Alors comme ça, Hughes intéresse Lausanne aussi. Mais doit aussi intéresser Genève Servette, doit intéresser tout le monde, Connor Hughes. Pas du tout. Voilà, je m'en doutais un peu en fait. Donc déjà Genève, on peut barrer. On peut barrer Genève. Non, ça fait plus de 13. On a eu saison passée qui faisait quelques matchs avec nous et puis je pense qu'il a gagné 2 sur 3. Je suis pas tort ou même pas. Puis super type. Et puis je connais de Ambry à l'époque et puis. Des fois, Fribourg il a bien fait de ne pas aller chercher un étranger. Et puis voilà, c'est sa chance, il a pris sa chance. Et puis
Je sais Je pas crois où il surtout va qu'ils ont eu finir. le courage. Alors il y a deux Justement, clubs ouais, qui ont ouais. annoncé clairement leur intérêt, ce sont les SL Tigers et désormais le Lausanne Hockey Club. Est-ce que Hughes... Et Fribourg Fribourg, visiblement, il n'y a pas l'argent. Ok. Mais moi, je pense que je réfléchirais quand même un peu plus. Ouais. Voilà, bon. Bah, surtout avec l'âge du premier gardien. Donc, du coup, pour l'avenir, Ouais. ça peut être intéressant, une alternative. Et Mais ça ça permet. peut être une alternative coûteuse. Parce Ouais. que Berra, il va pas raccrocher tout de suite. Quand Non, même. bien sûr, mais. Encore une année ou deux. Vous regardez un petit peu le championnat, il y a beaucoup d'équipes, Genève, toutes les grosses équipes, les gros cylindrés, et c'est 2-1, 1-1, 1-3, et les gardiens alternent. Et tu as besoin aujourd'hui, par rapport au niveau du championnat, surtout les semaines à 3 matchs, plus la Ligue des Champions, fait que du coup, tu dois préserver tes gardiens, et les gardiens frais gagnent tes matchs. Ouais. Donc, du coup, moi, je pense que... Enfin, j'ai pas le budget je suis pas directeur sportif de Fribourg et c'est Dubié qui décide, mais de Moi, re-signer j'essayais de re-signer Hughes et puis d'avoir le duo avec Berra, surtout qu'ils se connaissent très bien. En plus, je vous redis, mais Marc il pourra peut-être confirmer, mais les gardiens ils aiment bien aussi travailler avec des gens. Et puis Abicher, il peut quand même dire qu'il a fait progresser Hughes, parce qu'il y a 2 ans en arrière, on m'aurait dit ouais, Hughes il va jouer toute la saison non, et puis il va jouer toute la saison à Fribourg, la Ligue des Champions, avec un taux d'arrêt à 95%. J'aurais dit ouais, Philippe, non, faut pas exagérer. Donc du coup, je pense qu'il y a eu un gros travail à ce niveau-là. Et donc peut-être que continuer de travailler avec son entraîneur de gardien, ça fait partie aussi de la projection de carrière. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que des fois on oublie avec Hughes, il a pas 22 ans, il a 26 sauf erreur de Oui. Il n'est pas si jeune il veut que ça. jouer, Ouais, il mais- veut jouer, il Ouais. veut jouer. Alors qu'est-ce qu'on lui a promis? C'est parce que évidemment que si Berra retourne au jeu, Ouais, mais si tu vas Moitié, si tu vas à Langnau ou si tu vas à Lausanne, t'as Pounenov et puis t'as Boltizer. Donc c'est pas Berra, mais t'es dans un autre contexte, tu connais pas le club. Je sais pas. Moi, non, mais peut-être que lui, dans sa tête, il a quand même commencé sa carrière en numéro 2 à Fribourg. Et c'est dur. Après, on ne sait pas comment Berra va revenir. Mais en admettant qu'il revienne en forme, c'est clair que son temps de jeu va diminuer. Du côté de Lausanne, je peux Pounenov comprendre. est souvent blessé. Enfin, ouais, assez souvent. c'est à voir. On va parler bientôt. Tiens, on va une fois parler un peu plus sérieusement des gardiens, parce qu'il y a quand même encore ce jeu des chaises musicales qui risque d'arriver. N'oubliez pas quand même qu'il y a aussi un certain Tobias Stéphane qui va se retrouver sur le marché et qu'on l'a peut-être un peu trop vite critiqué. Et à mon sens, c'est encore un gardien de valeur. Pas ici. Pas ici. Ah non. Pas ici. Moi, je l'ai beaucoup Non, pas défendu. Moi, je pense que Et je crois Stéphane, qu'on l'a pas mis dans les meilleures conditions. Et absolument. moi, je pense qu'il y aura des surprises sur cette fin de saison. Et s'ils font un peu jouer, je pense qu'il va répondre. Il va répondre présent. Voilà. Bon, cette fois-ci, on va laisser le mot de la conclusion. On a battu nos records de nouveau, messieurs. On a un invité exceptionnel, record battu. Record battu. Merci en tout cas à Margocci de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. Genève Servette nous fait un peu rêver. Vous allez nous faire rêver jusqu'où? Ça, on peut pas dire, mais une chose sur certains, on veut arriver dans le premier 6. On a vu l'année passée, c'est vraiment une loterie. Et puis, je pense qu'on a bien commencé. On a un peu d'allure, dernier match où on n'était pas au top. Et puis, on se relance de ça. Puis, on veut aller le plus loin possible, ça c'est clair. S'il se passe quelque chose de négatif à Genève, une ou deux blessures pas attendues et tout, est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de combler les absences pour la fin de la saison? Je pense que c'est un peu le point fort pour l'instant pour nous, d'avoir une quatrième ligne très très forte, peut-être la meilleure de la ligue. Et puis c'est aussi grâce à ça que les étrangers ils ont baissé le temps de jeu. C'est aussi un fait que Phil Poulard est le premier marqueur maintenant parce qu'il joue beaucoup moins. Et puis c'est un point fort qu'on a une machine, si on tourne, que 4 lignes peuvent marquer. Et puis ça aide aussi à notre défense de bien jouer. Et vous allez avoir un nouveau défenseur étranger aussi, bientôt? Ouais, j'espère. Pour l'instant, il y aura vraiment rien sur le marché. Puis, comme j'ai dit, ça n'a aucun sens d'aller chercher quelqu'un juste pour avoir aligné 6 étrangers. Puis, ça va juste poser des problèmes. Et puis, ça limite nos jeunes défenseurs de se développer. Je pense que jusqu'à maintenant, on a bien fait de ne pas chercher quelqu'un. Puis, comme on a dit, sur quelque chose de mauvais qui se passe, il faut prendre des choses positives. Et pour l'instant, on a fait ça. Après, c'est clair, si tu es 10e, 11e, tu vas chercher directement. Tu as beaucoup plus de pression, mais on n'est pas cette position-là. 10 secondes, Laurent. Ils 10 secondes. Ils avaient fait ça l'année dernière à Fribourg. Je ne me rappelle plus du nom de l'étranger qu'ils étaient allés chercher en play-off. Là. Ils avaient un étranger qui n'a pas du tout joué.
et puis quand il est, on me disait que c'était un peu juste physiquement, que c'était pas du tout. Donc ça, c'est des erreurs à ne pas faire, quoi. 10 secondes aussi pour vous, Christian. Je crois que Il y a la pression. Vous voyez ce que c'est la pression? Ici, il y en a. Ici. Et puis Christian 10 secondes là, C'est pas possible. C'est pas possible. non, je disais juste que vous avez pas de raison de vous précipiter, ça tourne tellement bien. Et puis en plus, pendant ce temps, comme je dis depuis le début de la saison, il est cool, très carrière compagnie, il joue beaucoup et c'est génial. Voilà, merci Christian. C'était donc 10 belles dernières secondes de la part de Christian Ponty qui a participé ce soir à ce premier bloc. Il y avait également Laurent Perrotton et encore une fois, merci à vous Marc Gauchy. Émission que vous pouvez réécouter si vous l'avez raté lors de cette première diffusion. Vous pouvez la réécouter le mardi à 6h du matin, le mardi à 13h et puis évidemment sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était Philippe Ducarreau, c'était le premier bloc After. Rendez-vous vendredi pour le premier bloc Before où nous reviendrons bien entendu sur l'actualité de la semaine et sur la petite actualité de la semaine qui suivra. Excellente fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt. Et messieurs, comme d'habitude, je vais toujours conclure comme ça désormais. Le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. C'est pour les jours de Genève.